À notre conférence en ligne ce soir. Donc, nous vous proposons d'approfondir et de discuter donc l'énergie citoyenne renouvelable. Donc, une conférence en ligne, un format un peu différent par rapport aux ateliers en ligne qu'on a l'habitude de faire. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet d'actualité. Sur toute la France, on voit des nombreux projets qui sont déjà réalisés et qui sont en train de se monter, et notamment donc sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il y a de plus en plus de projets également, et ceux qui sont en train de grandir et de se concrétiser. Alors, cette conférence, ce soir, a comme objectif de vous montrer déjà c'est quoi l'énergie citoyenne renouvelable et comment les citoyens peuvent prendre en main la transition énergétique chez eux et comment on peut s'engager en tant que citoyen, et surtout comment ça fonctionne et quels sont les atouts, quel est le potentiel et aussi quels sont les freins. C'est ce qu'on va montrer et discuter. Et aussi, quel est le rôle, par exemple, des communes, et des professionnels et des autres associations relais dans un projet citoyen. Nous vous proposons donc dans une première partie, si vous regardez bien le sommaire, dans la première partie, donc 3 retours d'expérience des projets énergie citoyen concrets sur le territoire de la métropole, et une focus sur l'accompagnement des collectifs citoyens qui veulent monter un projet, donc proposé par Énergie Partagée. Et dans la deuxième partie, on va donc proposer un débat avec vous. Vous pouvez donc poser vos questions pendant donc les présentations et aussi lors du débat. S'il y a du temps, et on peut aussi vous donner la parole aux spectateurs. Donc ça, c'est possible. Je rappelle également toutes les questions et les demandes sur la rénovation énergétique et les projets énergie renouvelable chez soi, donc en mode plutôt individuel, photovoltaïque, les batteries, etc., peuvent être traités lors d'un rendez-vous avec nos structures, donc l'ALEC et l'AMEC, et ou seront traités après selon vos besoins. Donc, la conférence sera enregistrée et diffusée demain aux inscrits et sur Internet, donc sur YouTube, pour que vous puissiez donc visualiser donc la conférence ensuite. Alors, on va commencer d'abord avec un petit discours sur le service public. Donc, moi, je me présente, je suis Johannes Schonk de la Maison Énergie du CPI du Pays d'Aix, accompagné par mon collègue Arnaud Hussenot, de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Arnaud. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis dans la structure homologue donc, de la Maison Énergie Habitat Climat. Nous, on est plus sur le territoire que vous allez voir par la suite dans la diapositive suivante. Et donc, je te laisse donc présenter notre service public en quelques mots pour pouvoir ensuite donner place au retour d'expérience. Exactement. Dans quelques mots, on ne va pas trop perdre du temps. Donc, rapidement, nos structures associatives, donc on porte la mission du service public auprès des particuliers, donc le conseil autour de la rénovation énergétique, l'accompagnement sur les techniques, sur les aides financières, sur les énergies renouvelables et au-delà, donc par exemple, premier niveau sur des projets, typiquement des projets comme ce qu'on va discuter ce soir. Mais on accompagne également aussi des collectivités. Donc, on a des économes de flux qui accompagnent les communes qui veulent maîtriser tous les aspects énergétiques de leur commune. Et on accompagne et on est présent aussi pour les professionnels de la rénovation, des énergies renouvelables et des associations. Et voilà, sur toutes les questions relatives aux économies d'énergie. Donc aujourd'hui, on est, pour certains qui le savent, on est sous le chapeau de la marque FER. Donc aujourd'hui, sur toute la France, toutes les structures sont regroupées sous la marque FER. Et au niveau de la métropole, comme Arnaud a expliqué, donc nous on couvre tout le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence avec les collègues de l'ADIL, de l'Agence départementale
d'informations sur le logement et avec le territoire Est-Ouest Provence et l'espace Infonergie d'Arles. Donc, aujourd'hui, vous pouvez nous joindre sur un seul numéro, donc celle qui est affichée en bas. Donc, ça, c'est le conseil. Et ce qu'on fait aussi, comme ce soir, c'est des animations territoriales, des ateliers en ligne régulièrement. Donc, dans un mois, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, de participer à un atelier en ligne sur produire de l'énergie photovoltaïque chez soi, donc sur les techniques, les aides financières, mise en œuvre, etc. Et on propose également, si le contexte de la crise sanitaire le permet, on verra, on ne sait pas encore, mais on aimerait bien de proposer en juin 2 événements, une sur donc, le 3e rencontre de l'éco-construction et de la rénovation à Gardanne, et le 4e rendez-vous de la rénovation énergétique à Marseille, en espérant que ça puisse tenir. Bon, on va rentrer dans le concret. On va passer au premier retour d'expérience et je laisse la parole donc à Jean-Luc Rouby qui va nous présenter donc le projet à vélo. Très, très, très intéressant. Jean-Luc, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous présenter le projet de la rénovation de la Marie-Thérèse, une micro-centrale hydroélectrique à Velot. Alors notre histoire, elle commence en 1514. Velot est inhabité après la peste noire, au XVe siècle. Le seigneur Espéride de Rousset signe une convention d'habitation avec une trentaine de familles. Ce sont des paysans vaudois installés dans le Luberon. Ils viennent à Velot et construisent le premier moulin à la Marie-Thérèse. C'est un moulin agricole donc qui produit de la farine, du vin, de l'huile d'olive. Johannes, la diapo, s'il te plaît. Voilà. Le moulin, donc il est sur la carte de Cassini avant la Révolution. C'est un moulin chimique au début du XXe siècle. On y broie des pierres extraites des carrières de Coudoux. Alors bien évidemment, l'activité périclite et il est transformé en moulin hydroélectrique en 1962. Alors sur la diapo, en fait, c'est une publicité d'époque pour la turbine du Mont qui a été installée. Il faut s'imaginer qu'il y a un mur et que la partie gauche est dans l'eau et que l'axe, lui, la partie droite, est hors d'eau. En fait, la turbine, c'est-à-dire l'hélice, fait tourner l'axe. Johannes. Alors, tout fonctionnait bien quand en 2012, une pale de l'hélice casse. Jean-Marie Salignon, le propriétaire, est âgé et il n'envisage pas de réparer. C'est un très gros investissement et puis c'est un projet pour 50 ans. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est là qu'intervient Enercop. Enercop, alors en fait, c'est une coopérative citoyenne. Ce sont des distributeurs d'électricité renouvelable. Et Enercop s'implante en PACA et doit donc acheter l'électricité renouvelable pour pouvoir la vendre. Johannes. Il contacte donc Jean-Marie qui leur dit ça aurait été avec plaisir, mais enfin, désolé, la turbine est cassée. Enercop propose alors de redémarrer la production en montant un projet citoyen. Jean-Marie pose quelques petites conditions et rapidement un accord est trouvé. Alors, des études préliminaires en 2014-2015 démontrent la faisabilité. Et Enercop organise une première réunion en octobre 2015. On est une douzaine. Et donc, c'est cette photo-là qu'on a ici, là, que je vous montre. Alors, sur la photo, on voit vraiment le premier groupe de pionniers. Donc, à droite, vous avez Jean-Marie. À côté de Jean-Marie, il y a donc Alex. À côté d'Alex, c'est le fils de Jean-Marie. Moi, je suis juste là avec le petit blouson en cuir. Et derrière moi, il y a quelques petits cheveux blancs, c'est Antoine. À côté de moi, il y a Sophie. Donc, elle est d'Enercop. Avec la cravate, vous avez Denis, notre président, notre futur président à l'époque, qui est notre président. Et Jérôme avec son pull saumon. Voilà. On était là, c'était notre première réunion, octobre 2015. Alors, Johannes. Alors, quelques photos qui résument le projet. Donc, en bas à droite, vous voyez la fameuse turbine Dumont installée en 1962. Il faut donc bien imaginer que l'eau, elle est derrière ce mur qui est à droite. Hein. L'axe est entraîné par la turbine et il entraîne la courroie que l'on voit en haut à gauche, qui elle-même fait tourner l'alternateur qui génère l'électricité. Johannes. Voilà. Donc, on a tout démonté. Donc, on voit en haut à gauche le démontage de la turbine du distributeur, puis la dépose de l'alternateur en haut à droite, et Jean-Marie avec son tractopelle qui évacue l'alternateur et le vieux tableau électrique. Johannes.
Donc, ensuite, on a reconstruit, donc quelques photos de la reconstruction. En bas à gauche, c'est la livraison et l'installation du distributeur et de la turbine. Ensuite, au-dessus, vous voyez l'installation de l'alternateur. Alors, contrairement au précédent, il est directement dans l'axe de la turbine. Et vous voyez à droite de la photo sur la droite, donc le distributeur, l'axe et le nouvel alternateur qui sont installés. Ce positionnement directement dans l'axe nous amène un gain de productivité. Johannes. Voilà. Finalement, le 13 mars 2019, on produit les premiers kilowattheures. Alors, la petite photo qui est au centre, c'est une photo de l'écran de contrôle de la nouvelle armoire de contrôle-commande avec l'affichage des 23 premiers kilowatts que l'on a produits. Alors, évidemment, on a immédiatement organisé un apéritif pour fêter cela, et c'est ce jour-là, ce samedi-là, qu'on a pris cette photo avec tout le groupe à la prise d'eau en train de fêter ça. Alors, la grosse question, c'est comment on a fait pour réussir cette gageure d'investir 700 000 € pour reconstruire la Marie-Thérèse en 4 petites années. Johannes. Alors, en fait, pour résumer, on était 12 en octobre 2015, 170 associés en juin 2018, plus de 400 participants à l'inauguration en mai 2019 et 1400 abonnés à la lettre d'information. C'est ça la clé du succès, c'est la montée en puissance du nombre de bonnes volontés qui se sont regroupées pour réaliser ce projet. Alors ici, quelques photos de l'inauguration le 19 mai. Il faut savoir que ce jour-là, certains se sont garés à plus d'1 kilomètre du site pour pouvoir venir. C'est une organisation assez traditionnelle pour nous. En fait, on a fait très fréquemment des portes ouvertes sur le site. Et une porte ouverte pour nous, ce sont des visites commentées du site en petits groupes. La possibilité de manger sur place le midi, alors soit tirer du sac avec un petit pique-nique, ou alors, à la fin, on faisait venir des food trucks, et donc on pouvait avoir des choses bien sympathiques à manger. Le tout à l'ombre des platanes et au bord de l'eau. Que veut-on de plus? Johannes. Voilà. Alors, dans un projet citoyen, tout le monde peut être un ambassadeur du projet. Et c'est ça qui est clé, en fait, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui nous suivent. En fait, il ne faut pas dire une messe ou des choses. Il faut dire pourquoi on est là. Et quand vous dites pourquoi vous êtes là, vous êtes tout à fait légitime pour expliquer les choses. Et si on réfléchit bien, beaucoup dans votre famille, vos amis, vos voisins seront naturellement entraînés, car ils pensent à peu près comme vous, ils ont des intérêts communs, ils voient des choses ensemble, ils vous connaissent, et naturellement, on entraîne les gens. Moi, je peux vous témoigner de ma motivation. Je ne peux pas témoigner pour les autres. Et ce que je voudrais dire, moi, ce qui m'a vraiment plu au début, c'est cette histoire que je vous ai brièvement racontée. Et puis ce site, regardez la magnifique photo du seuil de la Marie-Thérèse, avec ce petit soleil qui vient et cette eau qui déborde. Ça, c'est vraiment magnifique. Quand on se balade sur le site, j'y suis allé très souvent, c'est un vrai plaisir. Johannes. Et puis, il y a eu pour moi aussi le plaisir de se rencontrer, le plaisir d'échanger. Lors des journées portes ouvertes, on a été nombreux à témoigner. Sur cette diapo, en fait, vous pouvez voir sur la droite 2 groupes menés par André, en haut à la prise d'eau, en bas devant le nouveau local technique. Ensuite, en bas à gauche, vous voyez Denis avec un groupe. Et puis moi, en haut à gauche, alors là, je suis donc avec Anne-Claudius Petit, conseillère régionale. Et alors derrière moi, à droite, c'est Anne-Claudius Petit, il y a moi. Après, c'est ma femme Catherine et mon copain Philippe, un ancien collègue d'un mois de la Chelle. Alors, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qui sont nos associés. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui sont venus, c'est Velo et le Pays d'Aix. Hein, on est vraiment au cœur de ce monde-là, et donc ils sont venus. Puis il y a beaucoup de gens qui sont venus avec une société écologique, environnement. Alors, par exemple, on a beaucoup d'associés qui sont membres de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, et puis beaucoup qui ont une sensibilité énergie renouvelable. Et puis il y a les réseaux familiaux. Alors je peux vous dire que certains, ils ont fait adhérer le fils, le tonton, le cousin, le père, tout le monde. Hein. L'ambiance au repas de Noël, si vous ne mettez pas le chèque dans la corbeille, pas de bûche. Hein. Et puis un réseau très important pour nous, en fait, on est à proximité de Berre, et il y a les anciens de la Chelle. C'était un énorme site, il y avait plus de 2000 employés à une époque. Et à tous les coins de rue, vous tombez sur un ancien de la Chelle. Et ils sont venus en masse
s'investir dans le projet. Vraiment, c'était un élément très important. Johannes. Alors, ce qui a été aussi important, c'est l'engagement, le formidable engagement des bénévoles dans le projet. Alors, quelques photos. Alors, plus d'une trentaine se sont investis. Alors, on voit ici toutes les photos, c'est nous qui avons bénévolement remis en état les bâtiments, nettoyé à la lance incendie les murs, poncé les parquets et repeint. Et puis en bas à gauche, vous voyez Pierre et Henri qui rentrent sous le vieux dégrilleur pour le démonter et nettoyer le canal d'accès à la chambre d'eau. Alors tout ça, c'est vraiment été cet engagement, c'est clé dans le projet. Johannes. Voilà. Alors, on a reconstruit la Marie-Thérèse. Alors, on a aussi multiplié les rencontres pour maximiser notre visibilité. Alors, on voit quelques photos. Alex sur le cours Mirabeau, Bernard et Régis à la Foire de Marseille. Alors là, vous voyez notre outil massif de communication, les kakémonos. Avec 2 kakémonos, on est allé partout, vous les mettez et immédiatement vous avez un stand, immédiatement vous êtes visible, les gens s'arrêtent et vous commencez à leur parler. On voit aussi en bas à droite une assemblée générale de PEC à la Marie-Thérèse. On a aussi accueilli le Tour Alternative à Velos, qui est une ouverture plus nationale. Et enfin, une photo d'une des fameuses portes ouvertes et l'apéro du midi. Alors, je vais vous dire un des secrets, l'apéro, on l'offre, il est gratuit. Et comme certains disent, pour boire un coup, on trouve toujours du monde. Johannes. Alors, comment on a géré ce projet? Alors, notre organisation pendant le projet, 4 groupes de travail, technique, finance, juridique et communication. Chacun participe suivant ses envies. On n'est pas bénévole pour faire des choses qui ne nous plaisent pas. On est là pour faire des choses qui nous plaisent. Alors, le groupe moteur, c'est la réunion de tous les bénévoles. On s'est réunis une fois par mois et on n'a raté aucun rendez-vous. Même l'été, on se réunissait. Très important pour garder le momentum, la dynamique du projet, le rythme, jamais s'arrêter. Et au groupe moteur, qu'est-ce qui se passe? Chaque groupe de travail présente ses travaux et fait valider collectivement les décisions importantes. Donc là, c'est une photo d'une des réunions du groupe moteur à Velot, aux 4 tours. Johannes. Voilà. Il faut aussi remercier nos partenaires. Hein. Donc, tout d'abord, on en a déjà parlé, Enercop et Énergie Partagée. Ils ont été là depuis le début et sans eux, on n'aurait jamais existé. Ensuite, il y a des gens, des organismes qui nous ont subventionnés, comme l'ADEME, qui a subventionné l'étude de faisabilité. La Fondation Excel, elle, c'était la communication. Et puis la région Sud et l'Agence de l'eau. Alors, très gros soutien financier et surtout très tôt dans le projet, ce qui nous a crédibilisés. Après, on peut citer le SABA, le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de l'Arc, et l'AFB pour leur soutien qui a permis de bien s'intégrer dans l'environnement écologique. Et puis les communes de Coudoux et Velot pour leur aide au quotidien. Johannes. Alors aujourd'hui, notre organisation a changé. On est organisé à 3 niveaux. Donc on a un conseil d'administration qui gère la société. On a un comité opérationnel qui surveille et maintient les équipements. Donc, ce sont des bénévoles qui viennent régulièrement sur le site pour vérifier comment ça marche, tout ça. Et puis, comme on est au fil de l'eau, on récupère des branches, des choses comme ça qu'il faut parfois évacuer manuellement. Et puis, on a les Amis de Provence Énergie Citoyenne. Alors ça, c'est une association loi 1901 qui poursuit les actions de communication avec 2 objectifs. Donner envie, aider de nouveaux projets citoyens grâce à notre savoir-faire acquis pendant ces 4 années, et diffuser la culture énergie renouvelable, économie d'énergie auprès du grand public. Notre site web, www.provence-énergie-citoyenne.fr, on y retrouve tout sur ce site. Johannes. Alors, pour conclure, on a écrit un livre qui est plein de photos et surtout plein de témoignages. Les gens racontent notre aventure. Nos copains, ils racontent. Ça, c'est très important. Ce livre, il est préfacé par Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, qui a su trouver de superbes mots. Merci Alain. Vous pouvez nous aider en achetant ce livre ou bien en adhérant à notre association, les Amis de Provence Énergie Citoyenne. Alors pour tout cela, notre email, contact@provence-énergie-citoyenne.fr. Et merci, je voudrais remercier la Maison Énergie Habitat, le CPIA, pour l'organisation du webinaire.
Nous, on est content, on a pu présenter notre projet et ça marche. Mais plus important, vous allez pouvoir découvrir de nos petits frères qui se sont lancés aussi et qui ont besoin de vous. Merci pour votre attention. Merci Jean-Luc pour ta présentation. Donc, on continue tout de suite dans la bonne dynamique et je vous laisse la parole donc à Jean-Marie Burel pour la suite du projet à Koulou. À toi. Merci beaucoup. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Oui. Super. Alors, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, un projet local et citoyen, qu'est-ce que ça veut dire? Soleil de l'Arc, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue des toitures ou des parkings qui appartiennent à des collectivités, à des entreprises, à des particuliers. Et on y installe des équipements photovoltaïques de production d'électricité verte. Et on réinjecte cette électricité dans le réseau. Donc ça, c'est notre raison d'être, en fait. En contrepartie donc, de la mise à disposition dont je viens de parler, on paye un loyer ou on finance des travaux pour améliorer la maîtrise de la demande en énergie des bâtiments sur lesquels on s'installe. On produit en fait de l'énergie renouvelable et consommée sur place, en circuit court. C'est-à-dire qu'une énergie introduite dans le réseau, elle est consommée immédiatement soit par le bâtiment qui la produit, soit par le voisin. Donc on est vraiment en circuit court. Notre idée, en fait, c'est de se réapproprier l'énergie en utilisant les potentiels et les opportunités du territoire. Voilà ce qu'est Soleil de l'Arc. Alors, Soleil de l'Arc, c'est où? Bon, ben déjà, la réponse est un peu dans le titre. Ça se passe sur la basse vallée de l'Arc. On a prévu. Tu veux que je passe à des slides suivants? Non, je te le dirai. Pour l'instant, on est toujours sur le premier site. Ça marche. Soleil de l'Arc, donc ça se passe sur la basse vallée de l'Arc. Il y aura un slide suivant qui présente un peu plus en détail le territoire. Je voulais quand même en dire un mot tout de suite. Soleil de l'Arc, c'est qui? Alors, Soleil de l'Arc, c'est ouvert à tous les citoyens et les acteurs locaux, parce qu'on travaille dans l'intérêt général du territoire et de ses habitants. Alors, c'est ouvert à tous sous deux axes. On est ouvert à tous en termes de financement collectif, c'est-à-dire que tout citoyen ou toute collectivité locale ou toute entreprise locale peut entrer au capital de Soleil de l'Arc. Et c'est aussi ouvert à tous en termes de gouvernance, de pilotage. Les décisions stratégiques, elles se prennent en assemblée générale. Et tout associé dispose d'une voix, quel que soit le montant de sa participation. Un associé égale une voix. On est en fait dans une logique coopérative. Soleil de l'Arc, ça a démarré quand? Alors, on est plus jeune, hein, Jean-Luc l'a dit. La Marie-Thérèse, je crois que ça a 5 ans d'historique. Nous, on a démarré en 2019, on a créé une asso de préfiguration de nos projets, on a réfléchi, on a étudié, et on a créé la structure, la SAS Soleil de l'Arc, en janvier 2020. Donc, c'est quand même récent. Donc, ça a été créé par 15 citoyens associés, et aujourd'hui, on est près de 80, dont 3 personnes morales. Donc, ça commence à monter en puissance. Comme la Marie-Thérèse, il n'y a pas de salariés à Soleil de l'Arc, il n'y a que des bénévoles. Société gestion coopérative. On se rapproche pas mal d'une structure telle que les SKIC. On n'est pas SKIC, mais c'est tout comme. Là, tu peux changer de slide, Johannes, s'il te plaît. Alors, logique non spéculative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est important pour nous. À qui ça profite tout ça? Le profit, en fait, c'est pour l'économie locale. On l'a illustré là avec le slide qu'on a emprunté à Énergie Partagée. Énergie Partagée a fait une étude sur ce sujet avec l'ADEME, je crois. Et l'étude, elle montre que 1 euro investi
dans un projet citoyen, c'est 2,5 € qui retombent dans l'économie locale. Donc, c'est l'économie locale qui bénéficie, enfin, ça profite à l'économie locale. Alors, nous, les citoyens, on n'est pas là pour s'enrichir et on n'est pas là non plus pour perdre de l'argent. Donc, nos installations, elles doivent être raisonnablement rentables. Et elles doivent dégager à terme des fonds propres pour nous permettre de réinvestir dans des installations suivantes. Et puis, on doit également être capable de rémunérer raisonnablement l'épargne des citoyens. Quand un citoyen prend dans ses économies et met 1 000 € dans le Soleil de l'Arc, ce n'est pas pour les perdre. Donc, il faut qu'on soit capable quand même de lui ramener quelque chose. Donc, on ramènera toujours mieux que le livret A. Et de toute façon, ces décisions de rémunération sont prises en Assemblée générale et par tout le monde. Alors, autre caractéristique aussi, puisqu'on parle un peu de sous là, dans ce slide, nous, c'est le cas aussi de la Marie-Thérèse, mais notre chiffre d'affaires, il est garanti par le soleil. C'est-à-dire que tant qu'il y a du soleil, on va pouvoir produire et on pourra facturer. Et notre facturation, en fait, on a un engagement sur 20 ans, c'est-à-dire qu'EDF, obligation d'achat, ou même une autre entité sous obligation d'achat, est engagée par contrat à nous racheter le courant sur 20 ans. Donc, en fait, on a un chiffre d'affaires garanti sur 20 ans, et ça, c'est assez rassurant pour tout le monde, y compris pour les banquiers d'ailleurs. Voilà, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, le financement de nos projets. Donc là, on a mis un slide qui montre un petit peu la répartition. 30% de financement par la région Sud. Alors, c'est vrai que la région Sud, elle est très, très active et elle est moteur sur nos sujets. Et nous, on a signé donc, avec la région une convention. On sera subventionné à hauteur de 30%. 15% de participation citoyenne, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un minimum de fonds propres, et ça, ce sont les citoyens qui l'apportent. Et le reste, on l'emprunte aux banques. Alors, sur ce sujet, en ce qui concerne Soleil de l'Arc, et le premier projet dont je vais parler après, les indicateurs sont au vert, c'est-à-dire que la région, elle suit, on a signé la convention, les banques, elles suivent, on a des contacts avec Énergie Partagée Investissement et la NEF, on a vu cet après-midi le crédit coopératif, la semaine prochaine on voit le crédit agricole, donc je ne suis plus inquiet là-dessus. Même si un dossier bancaire, ça se monte, hein, on est là pour parler entre citoyens, si certains ont des projets. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a aucune difficulté dans nos projets, hein. Un dossier, il faut qu'il soit monté d'une manière professionnelle pour être suivi par les banquiers. Et l'indicateur, il est ouvert aussi côté citoyen, parce qu'on vient de terminer avec succès une première collecte de fonds. Donc, on peut afficher vis-à-vis des banquiers un montant de fonds propres sympathique qui les rassure. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Alors, le territoire maintenant. Un projet de territoire, pourquoi ? Alors, c'est tout simple, c'est parce qu'au plus on est, au mieux on se porte. Plus le territoire est grand, plus il y a d'habitants, plus il y a de bénévoles qui veulent s'impliquer dans la gestion et dans le financement aussi. Plus il y a de propriétaires motivés, que ce soit des collectivités, des entreprises ou des particuliers, propriétaires motivés qui sont capables de nous mettre à disposition leur toiture ou leur parking. Donc, ça augmente en fait le potentiel. Ça a du sens de vouloir travailler sur un territoire. Alors, notre territoire, il est dessiné là sur la slide. C'est la basse vallée de l'Arc. Pour
pour l'instant, on n'a pas des projets sur toutes les communes, mais ça viendra. Alors, où est-ce qu'on a commencé à travailler? On a démarré par une pré-étude sur une première grappe de toiture sur des bâtiments communaux de Velot, de la Fare-les-Oliviers et de Coudou. Pour ça, on s'est fait aider par un bureau d'études spécialisé. Hein, et aujourd'hui, on a été formé par Énergie Partagée et aussi par Enercop. Et on est maintenant autonome sur cette démarche de pré-études. À l'époque, on ne l'était pas, donc on l'a confié à un bureau d'études spécialisé. Et l'ADEME nous en a financé une bonne partie d'ailleurs. Alors, on a bien bossé à ce jour avec les services techniques de ces trois municipalités. On a ciblé avec eux et on s'est mis d'accord sur les sites à équiper. Après, une fois que le travail avec les services techniques est fait, il y a un travail à faire important avec les élus. Et ça avance plus ou moins vite selon le cas. Donc nous, on avance en parallèle avec les élus de ces trois communes. Et c'est vrai que c'est avec Coudou que les choses avancent le plus vite. Parce qu'en fait, sur Coudou, on est tombé en terrain conquis, on va dire. On est tombé sur des élus motivés et moteurs. Ils nous aident, ils nous facilitent la tâche et du coup, ça va vite. Coudou est motivé. D'ailleurs, Jean-Luc l'a dit, Coudou a pris des parts dans Provence Énergie Citoyenne, hein, dans la Marie-Thérèse. Donc, ça nous a bien aidé. On peut passer au slide suivant. Johannes, voilà. Donc là, on va faire un petit focus sur notre première réalisation concrète qui se passe sur, on peut la citer, c'est l'école Daniel Germont à Coudou. Alors, en termes de timing, je disais tout à l'heure, ça a été assez vite parce que on a eu une première réunion de présentation du projet aux élus en septembre 2020. Ensuite, une deuxième réunion un peu plus poussée, toujours avec les élus et avec l'appui d'Énergie Partagée, qui est venu nous aider à argumenter. Et ça a été appréciable. Ensuite, il y a eu une délibération en conseil municipal le 15 décembre 2020, donc 2 mois après, quoi. Hein. Et la convention, on a signé donc une convention d'occupation des toitures de cette école avec la municipalité. On a signé ça le 28 décembre. Donc, bon, en 3 mois, c'était réglé, quoi. Hein. En 3 mois, on avait dérisqué le site. Alors, comme c'est une école, les travaux, on ne peut pas les faire n'importe quand. Les travaux, ils sont programmés en juillet de cette année, en juillet 2021. Et on vise une mise en production. En gros, les travaux, ils vont durer 3 semaines. La mise en production, on la voit au mieux en octobre, enfin, on va dire au dernier trimestre 2021, parce qu'on sait qu'il y a des délais de réactivité côté Enedis pour le raccordement physique sur le réseau. Alors, sur ce projet, nous, Soleil de l'Arc, on est maître d'ouvrage. On va équiper, comme on le voit sur le schéma, là, enfin, sur la photo, on va équiper les 4 toitures pour une puissance totale qui va tourner autour de 95 kW crête. Et en contrepartie de la gratuité des loyers, on va financer des travaux d'amélioration de la demande en énergie du bâtiment. Et on va aussi monter un projet éducatif avec la mairie, les enseignants et les parents d'élèves. Alors, en ce moment, sur Coudou, les choses s'accélèrent. Bon, on a consulté les entreprises et on vient de choisir notre installateur. On va choisir notre bureau de contrôle technique. Hier, on était sur place et on a un bureau d'études de structure qui a réalisé l'étude de structure et qui va nous rendre son rapport. Et a priori, il sera favorable d'après ce qu'on a entendu. On a préparé les dossiers de demande de prêt bancaire.
on a vu une banque cet après-midi, je l'ai dit tout à l'heure, on envoie une autre la semaine prochaine. On a contacté Énergie Partagée Investissement qui a monté avec la NEF une solution de financement qui est dédiée à nos projets citoyens et elle nous plaît bien cette solution. Et donc, j'ai eu cet après-midi là, un mail de Sylvain Gombert là, et on se voit la semaine prochaine pour ça. En parallèle de tout ça, on est en train de formaliser la demande de raccordement auprès d'Enedis. On va rencontrer les pompiers parce qu'il faut le faire. Les pompiers étudient la chose et nous font des recommandations. On va aussi contracter les assurances. Alors là aussi, Énergie Partagée, il nous facilite bien la tâche parce qu'en fait, Énergie Partagée a monté un partenariat avec la Maïf pour packager l'assurance des projets citoyens. Donc ça, pour nous, ça vaut de l'or parce qu'en fait, le travail est déjà fait, quoi. On rentre dans un cadre. Donc on ne sera pas obligé d'aller chercher ailleurs que la Maïf. C'est la Maïf ou la Massif, j'ai un doute. Non, c'est la Maïf. Voilà ce qu'on peut dire sur Koudou. On a mis 2 slides, Johannes, si tu veux, pour illustrer un petit peu. Slide suivant. Voilà, on a en photo là, à gauche, Marc Droulier, qui est notre président à Soleil de l'Arc. Et à droite, c'est Franck Borghino, qui est au conseil municipal de Koudou. On les revoit là tous les deux. Et c'est vrai que Franck, à Koudou, je l'ai déjà dit, il y a vraiment une volonté d'y aller, mais grâce à Franck, ça a été encore plus vite. Donc, on voulait vous le présenter en photo. Voilà, slide suivant. S'il te plaît, Johannes. Alors, la Phare les Oliviers, là aussi, on est tombé sur une municipalité qui nous semble bien motivée. Hein. On a reçu un courrier signé du maire qui nous donnait une liste de bâtiments municipaux à étudier. On a travaillé avec les services techniques de la ville. On a choisi certains sites, on en a écarté d'autres. Alors, on était parti sur un projet de 100 kW crête, la même puissance que l'école de Koudou. On était parti à la Phare les Oliviers sur un groupe scolaire qui nous plaisait bien et qui plaisait bien à la municipalité aussi. Bon, le projet, il partait bien et puis on a rencontré des difficultés techniques non décelées à la préétude. Il peut y en avoir. Des difficultés techniques d'implantation en toiture. Et du coup, on a été obligé d'arrêter le projet. Jean-Marie, je me permets de Oui. proposer d'accélérer un tout petit peu. Il me reste deux slides. Merci. Un slide même, un slide. Et je pense que je suis dans les temps, non? Oui, c'est débordé. Presque. Donc voilà, donc sur la Phare les Oliviers, en fait, on a 2 autres sites en vue, un 100 kg sur une toiture de service technique et un 100 kg sur une ombrière de parking. Et la balle est chez nous, on doit retourner voir les services techniques pour avancer. Et je terminerai par un petit mot sur Velo. Alors sur Velo, côté municipalité, ça avance moins vite. Bon, on a étudié 3 sites, hein, un 36 kg sur un foyer, un 100 kg sur un gymnase et un 100 kg sur les bâtiments de services techniques. Tout est cadré techniquement. Maintenant, il faut qu'on avance avec le bureau municipal qui nous a écrit, qui nous a promis une réunion ce mois-ci. Mais bon, Velo, en fait, il y a eu un changement de municipalité aux dernières élections. Et donc, ils étaient bien occupés sur d'autres sujets et ils avaient peu de temps à nous consacrer, mais je pense que maintenant, ça va avancer. Alors, sur Velo, ce qui marche bien, c'est l'élan citoyen, c'est-à-dire que le projet, il est quand même parti de Velo. On a plus de 40% des souscripteurs Soleil de l'Arc qui sont de Velo. Et on commence à être sollicité par des propriétaires privés sur Velo qui s'inscrivent dans cet élan. Hein, et il est possible que la première installation sur Velo, elle se fasse sur une toiture privée avant les installations publiques qui viendront ensuite. Et c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà.
Voilà, Parce que très bien. j'ai terminé. Le slide suivant, je ne dirai rien parce que on l'a enlevé, puisque c'est Énergie partagée qui va développer ce sujet. Ça marche. Ben, OK, merci beaucoup. À merci. toi, je laisse la parole à Arnaud. Oh, ben, j'allais faire la même chose que toi, du coup, Johannes. Ben, merci en tout cas pour ces deux présentations, donc ces deux présentations de deux collectifs citoyens, un dans le pays salonnais et un autre qui était dans le pays d'Aix. Et là, maintenant, pour compléter, on va dire, le territoire de la métropole Aix-Marseille, Aix-Marseille-Provence, on va avoir un projet qui s'intitule Massilia Sun System et qui se situe pour l'instant, en tout cas, dans Marseille, avec une présentation qui sera faite par Adrien Joanneau. Bonjour à tous. Voilà, Est-ce qu'on m'entend bien? alors, Effectivement, je m'appelle Adrien, je fais partie des 24, je suis un des 24 cofondateurs de Massilia Sun System, qui est une société citoyenne relativement identique à Provence Énergie Citoyenne et à Soleil de l'Arc, mais qui intervient du coup sur Marseille directement. Donc, pour se présenter un petit peu sur la slide suivante, je vous ai remis en fait les informations liées qui sont dans nos statuts en fait très clairement. Je voulais surtout en fait vous raconter un petit peu notre genèse parce que en fait on dit souvent que sur Marseille il n'y a pas spécialement d'activités ou de projets citoyens, de projets qui respirent la positivité. Et on est aussi une commune, comme toutes les communes du Bouches-du-Rhône, où il y a beaucoup de soleil, mais pas forcément de panneaux solaires sur les toitures. Et en partant de ce constat-là, on a eu une occasion, en fait, une soirée festive, dans laquelle on était à La Ruche, c'est le lieu où on a pris cette photo, où d'un côté, il y avait une réunion ou un atelier autour du tricot. Et puis de l'autre, on avait une cinquantaine, soixantaine de citoyens qui avaient été réunis par Enercop PACA, qui étaient des sociétaires d'Enercop PACA, pour discuter de tout et de rien, de comment animer le territoire au niveau des énergies renouvelables et de la maîtrise de la demande de l'énergie. Et puis, dans le lot, on était quelques-uns à dire, mais pourquoi on ne ferait pas comme tant d'autres ont fait en France et pas que en région sud, des sociétés citoyennes qui sont dans le nord de la France, en Bretagne, Pays de la Loire, où il y a moins de soleil. Et du coup, on a choisi de se lancer dans cette aventure des installations photovoltaïques citoyennes, avec une vraie ambition de faire du lien social, comme dans les autres présentations, et à avoir envie que tous les citoyens marseillais, et d'ailleurs, puissent investir leur épargne, non pas dans des projets d'épargne classiques, mais surtout dans des projets concrets de territoire et qui servent l'intérêt général, qui servent la transition énergétique. Donc c'est une valeur qui est très très importante pour nous. Quand on investit dans un Sun System, on investit. Ce n'est pas sur uniquement le côté, comment dire, on participe à un projet de territoire. Alors je vois qu'il y a un problème de son, je vais essayer de régler ça. Hop, est-ce que ça fonctionne mieux Oui, c'est beaucoup de mieux. cette manière? Oui, merci. Tu peux continuer comme ça. Attends, je n'entends plus les gens. Hop, Nous, on t'entend bien. ça marchait bien tout à l'heure. Est-ce que Johannes, tu peux me parler oui, rapidement? ça fonctionne hein, très bien. Ouais, Ouais, Et on entend on mieux. t'entend bien. c'est bon. Ok, parfait. Excusez-moi, du coup, vous devriez entendre un son assez désagréable, je m'en excuse. Donc, du coup, voilà, j'espère que vous avez bien entendu tout ça. Voilà, on a voulu créer un projet positif
et on s'est lancé dans cette aventure pour pouvoir le faire. On peut passer à la slide suivante, du coup. C'est alors, sur notre principe, il est identique à ce que vous a présenté Jean-Marie tout à l'heure sur Soleil de l'Arc. C'est qu'on va avoir en fait d'un côté des citoyens qui vont avoir des toitures ou qui vont vouloir rechercher des toitures à équiper et après ensuite vont devoir lever des fonds pour installer des panneaux solaires sur ces toitures. Quand ces installations seront installées et produiront de l'électricité, on aura cette capacité de revendre cette électricité sur le réseau avec une obligation d'achat, donc un tarif de l'électricité achetée qui sera fixe sur une longue durée, donc 20 ans. Et ce revenu va servir à deux choses. Il servira à être réorienté sur de nouvelles installations et à rétribuer les propriétaires ou les investisseurs, les citoyens investisseurs qui auront du coup cru en notre projet et qui voudront que leur argent serve comme leur épargne finalement à en gagner davantage. Donc c'est vraiment ce schéma-là qui nous anime et qui permet à nos projets citoyens de fonctionner. Sur la slide suivante, du coup, on a la manière dont on s'est structuré, en fait. On s'est réunis pour la première fois en fin d'année 2018 et donc dans cette fameuse soirée. Et ensuite, on a été vers des réunions de groupes qu'on appelait déjà le groupe moteur, comme présenté dans les sociétés précédentes. Et on a choisi ensemble un mode de gouvernance qui s'appelle la gouvernance partagée, pour que toutes les décisions soient collectives et fassent l'objet d'un consensus. Parce qu'on n'avait pas envie que des gens qui aient envie de s'investir, mais qui aient une voix différente, une idée différente, une conception différente des projets ou d'une question particulière, ne puissent pas se reconnaître dans le projet ou ne puissent pas faire entendre leur voix. Et donc la gouvernance partagée, elle est vraiment là pour ça, elle est vraiment pour que tout le monde puisse s'exprimer et que si on a une objection forte sur un choix technique, eh bien que cette objection puisse être levée en faisant davantage de discussions, de tours de table pour trouver la proposition qui correspond à tout le monde. Et cette gouvernance partagée aussi, elle nous permet, ou elle nous a permis d'élire notre présidente et notre vice-présidente de notre collectif, parce que ce sont des tâches qui prennent du temps et on est tous des citoyens actifs qui n'ayant pas forcément la capacité ou le temps nécessaire pour s'impliquer beaucoup dans un tel projet. Et donc, on a décidé de mettre un des outils de la gouvernance partagée, qui était une élection sans candidat. Donc, on a commencé une élection où personne ne s'est présenté, mais où chacun, individuellement, on a désigné qui on souhaitait avoir comme président ou vice-président. Et au fur et à mesure du tour de table, ceux qui avaient le plus de voix ont pu s'exprimer pour dire est-ce qu'ils étaient d'accord, motivés, quels freins ils avaient à être président ou vice-président, etc. Donc, ça nous a pris peut-être 1 heure, 2 heures pour faire ces tours de table, mais au final, on a élu 2 personnes, 2 femmes à la tête de ce collectif qui ont été désignées non pas parce qu'elles voulaient le pouvoir, mais parce que tous ensemble, on était d'accord pour dire que c'était elles qui représenteraient le mieux notre société citoyenne. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la gouvernance partagée et on la retrouve dans notre groupe moteur et dans tous les groupes, sous-groupes de notre collectif qui sont les mêmes que ceux présentés par Provence Énergie Citoyenne.
Alors, pour la suite, on a eu notre assemblée générale, donc à peu près 6 mois plus tard, une assemblée générale constitutive où eh bien, les 24 premiers associés dont je fais partie ont décidé de créer la société avec le capital de départ. Donc, on a des parts sociales qui s'ouvrent à partir de 50 €. On a comme pour le Soleil de l'Arc, un principe de fonctionnement coopératif qui fait qu'une personne égale une voix. Donc, on peut avoir 5 ou 7 000 € dans la société citoyenne. Ça ne donne pas plus de pouvoir que celui qui en a mis 50. Ça, c'est une valeur fondamentale. On a essayé aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas un associé qui puisse avoir plus de 20% du capital. Ça nous semblait trop risqué pour nous, notamment au début. Et ensuite, tous les associés ont été répartis dans 3 collèges différents, les fondateurs, les citoyens et les partenaires, d'une telle manière en fait que ceux qui sont à l'origine du projet et les citoyens puissent avoir la majorité des décisions qui sont à prendre et pas forcément les partenaires ou les collectivités locales qui peuvent après rejoindre notre projet. C'est une de nos spécificités. On a décidé de se constituer et de très vite se mettre au travail un petit peu en allant tête baissée vers les projets et en ne consultant quasiment pas la collectivité locale, donc la ville de Marseille et la métropole. On va dire que c'était surtout par rapport à la ville de Marseille, on était encore sous la mandature de Monsieur Gaudin. Et voilà, on savait que c'était pas spécialement une volonté de l'équipe municipale de porter attention à ce type de projet. Et en plus, il y a à Marseille et encore aujourd'hui une certaine difficulté pour la municipalité d'identifier de manière très précise son patrimoine. Et voilà, on s'est dit, on va réussir à trouver des projets qui sont des projets de toiture privée. Et la collectivité, ça viendra plus tard parce que ça nous semblait semer de beaucoup plus d'embûches que de partir sur des toitures privées. Voilà, slide suivante, s'il te plaît. Et donc sur ces toitures, on en avait trouvé 3. Une première qui était, alors qui n'était pas vraiment une toiture, mais qui était un parking d'une association médico-sociale qui s'appelle l'IRSAM, l'Institut régional des sourds et aveugles marseillais, qui avait un établissement dans le 11e, l'IRS de Provence, où ils avaient fait des gros travaux de rénovation et d'aménagement, et notamment avec un parking qui était sur leur établissement et qui n'avait pas d'ombrage particulier et était assez propice à l'installation du nombrière. Ensuite, on avait donc la déviation, qui est une friche industrielle qui a été reconvertie en centre artistique. Ce sont des porteurs de projet ou une association qui est vraiment venue nous voir dès le début parce qu'ils avaient besoin, ils étaient intéressés par le projet et puis ils avaient besoin de rénover leur toiture d'un point de vue thermique, et ils savaient qu'on était en capacité de le faire, notamment grâce au soutien de la région Sud. Et donc, on avait ce deuxième projet. Et enfin, le tout premier fondateur de Massilia Sound System, qui s'appelle Boris, avait une maison individuelle sur laquelle il avait une toiture de disponible, une toiture terrasse. Et du coup, on a décidé bien de l'accompagner et d'installer une toiture chez lui. Dans tous ces projets-là, vous voyez que le projet IRSAM est barré. Parce que c'est un projet qui ne va pas se faire, ou qui ne se fera pas en tout cas tout de suite. On a beaucoup travaillé avec les équipes opérationnelles de l'association, mais quand le projet est arrivé, on va dire, en discussion auprès du conseil d'administration de cet asso, eh bien, il y a eu des freins qui se sont avérés, qu'on n'avait pas spécialement anticipés. Et on était en plein dans le Covid, dans cette pandémie qui nous a touché, qui nous touche encore, puisqu'on n'est pas en présentiel aujourd'hui à vous parler.
Et du coup, étant donné que c'était une association médico-sociale, il y avait beaucoup d'autres problématiques que de s'occuper de notre projet, même si on était relativement clé en main. Et donc, malheureusement, c'est tombé à l'eau. Pour les 2 autres, par contre, les panneaux ont été installés. On va les voir dans les slides suivants. Mais les raccordements n'ont pas été encore réalisés. Donc, ça fait presque 6 mois là qu'on attend les raccordements pour la déviation et pour la maison individuelle. Donc, c'est très, très long et Enedis n'est pas spécialement, on va dire, performant dans la réalisation de ce raccordement. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, les installations, elles sont prêtes et il n'y a plus que le raccordement pour produire nos premiers électrons solaires. Et on a des nombreux projets qui vont arriver au cours de l'année 2021. Je ne vais pas spécialement vous les présenter puisqu'ils ne sont pas encore tout à fait sécurisés. Donc, ça ne sert à rien de s'emballer. Mais à la fois parce qu'on on a fait parler de nous et du coup, de nombreux citoyens ayant des toitures privées sont venus vers nous pour nous dire, ou même des structures associatives sont venus vers nous pour nous dire on adore votre projet, on a envie d'y participer. Et du coup, là, on est en train d'étudier tout ça avec eux. Il y en a qui sont vraiment bien avancés. Et puis de l'autre côté, il y a eu un changement de municipalité aussi à Marseille. Et du coup, la nouvelle municipalité est très, très moteur sur ces questions-là, qui va probablement nous permettre d'équiper des toitures publiques cette fois-ci. Alors, sur la slide suivante, je crois qu'on parle directement voilà, de la déviation. Donc, on a du coup installé 250 mètres carrés de panneaux solaires sur la déviation, des panneaux solaires qui sont d'une entreprise qui s'appelle Dualsun, qui est une entreprise marseillaise. C'est un choix fort en fait de notre projet de vouloir valoriser les entreprises locales qui font de la transition énergétique un de leurs leviers, de leur levier social. Et du coup, on a des panneaux solaires donc, dont les cellules photovoltaïques proviennent d'Asie, puisque la très, 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 très grande majorité des cellules photovoltaïques viennent d'Asie. Mais l'assemblage des panneaux solaires est fait par cette entreprise-là, Dualsun, qui est une entreprise marseillaise. Et puis, tous ces salariés sont des Marseillais ou des citoyens qui vivent sur le territoire de la métropole. Et ça nous semblait vraiment très important de pouvoir les valoriser dans un premier projet. Et probablement qu'on travaillera encore avec eux pour la suite. Et l'installateur, qui est E2S, est un installateur de Saint-Cyr dans le Var. Et c'est pareil, c'était dans la même idée. On a consulté plusieurs installateurs, plusieurs fabricants de panneaux solaires. Et ce sont donc toujours des acteurs locaux. Et on a retenu ceux qui nous proposaient les meilleures solutions. Ces 2 décisions-là, le choix du panneau et le choix des installateurs, se sont faits en gouvernance partagée, en gestion par consentement, et ont fait l'objet de nombreux débats. On en reviendra peut-être tout à l'heure dans la présentation. Et le deuxième projet, donc, qui est terminé, j'ai oublié de parler de ça, très important. L'installation des panneaux solaires nécessitait la rénovation de la toiture de la déviation et surtout son isolation. Et du coup, ces 2 parties, en fait, ont fait l'objet d'un chantier participatif qui a mobilisé une trentaine de personnes. Et du coup, on a réalisé cette toiture en chantier participatif avec la déviation, leurs bénévoles et les nôtres, pour que ce soit un moment collectif convivial et aussi pour qu'on rentre dans nos projets de rentabilité financière, comme l'a expliqué Jean-Marie tout à l'heure. J'ai vu passer la question et je vais y répondre tout de suite. Pourquoi on n'a pas installé la totalité de la toiture? C'est parce que quand on est dans des projets solaires citoyens ou même photovoltaïques de manière générale, on est soumis en fonction de son dimensionnement à un tarif d'achat de l'électricité défini à l'avance. Et le tarif est défini par tranche de puissance qui vont de 0 à 9 kW crête, de 9 à 36 et de 36 à 100. Et
pour que les projets soient un minimum rentables, puisqu'on a besoin de faire venir l'épargne des citoyens dans notre projet et ainsi être meilleur qu'un livret A. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour un citoyen d'investir dans nos sociétés. On est obligé de rechercher un minimum de rentabilité. Et pour atteindre ce minimum de rentabilité-là, on est obligé d'être au maximum du seuil dans lequel on souhaite être. Et la toiture de la déviation ne permettait pas de faire une installation de 100 kW/crête. Du coup, on a été obligé de faire un 36 kW/crête, donc 250 m² de panneaux solaires, même si la toiture pouvait contenir peut-être jusqu'à 50 ou 55 kW/crête. On n'a pas été au-dessus parce que sinon, ça nous aurait désavantagé par rapport au tarif d'achat et par rapport à la production que ça génère et à l'investissement qui en découle, bien évidemment. On pourra en discuter davantage si vous voulez dans la suite. Et donc la deuxième toiture, voilà, la toiture d'un particulier sur un toit terrasse où on a choisi cette fois-ci des panneaux qui sont allemands, donc de la même manière. Les cellules sont produites en Asie, mais l'assemblage est fait en Allemagne. Et on a choisi un installateur marseillais cette fois-ci pour cette petite installation qui s'appelle Sun Concept. Et voilà. À noter que les installateurs ou les fabricants de panneaux solaires ne sont pas au sociétariat associé de la coopérative, de la société. Voilà pour ces deux premiers projets. Sur la diapo suivante, je vous parle un petit peu plus des aspects financiers pour voilà, vous expliquer que ces deux premiers projets-là, en fait, ont nécessité un investissement de 100 000 €. Comme Soleil de l'Arc, en mai-juin dernier, en fait, on a lancé notre première levée de fonds pour financer ces installations. Et on a eu, du coup, on avait un objectif de 40 000 € en financement citoyen et on les a très très vite dépassés ou très très vite atteints. Et on a réussi à aller jusqu'à 60 000 € récoltés. Donc c'est un vrai succès, un vrai enthousiasme, une vraie dynamique qui prouve aussi qu'à Marseille, il y a des envies de changement, il y a des envies de citoyenneté, d'énergie renouvelable, de transition énergétique. Et c'est très important. Aujourd'hui, notre capital est toujours ouvert. Toute personne qui souhaite nous rejoindre peut le faire depuis notre site internet. Et on en est à 124 aujourd'hui associés. On a choisi la Nef comme banque puisque ça me paraissait être le choix le plus éthique et qui a été décidé encore une fois en gestion par consentement par le groupe financier. Et puis on a eu, grâce au plan solaire régional de la région Sud, une subvention également de la région pour l'installation des panneaux solaires, mais aussi pour l'isolation des toitures qui a été systématique. Et on réfléchit à de nouvelles formes d'investissement, d'actionnariat pour qu'on puisse encore collecter de l'épargne citoyenne pour nos prochains projets, parce que notre objectif à Massilia Sun System, ce n'est pas de s'arrêter là. On a envie d'avoir de très très nombreuses toitures marseillaises équipées de panneaux solaires, donc on va continuer à les trouver, à les chercher, à les auditer. Et si vous avez envie de nous aider à trouver ces toitures, eh bien il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir. En général, aujourd'hui, quand même, on cherche des toitures de plus de 300 m², idéalement de 500 m², parce qu'on a besoin d'une locomotive un petit peu financière à notre société, étant donné que notre locomotive, c'était l'ombrière qui n'a pas pu se faire. Donc là, voilà, ces projets, ils existent, ils ont leur vie, mais si on a envie d'avoir à la fois une société citoyenne qui soit saine, qui remplit ses objectifs d'épargne et qui en plus nous permettent d'équiper les toitures des habitants, qui sont des plus petits projets et en fait, plus les projets sont petits, moins ils sont rentables, mais on a quand même envie de le faire. Voilà, si on veut faire arriver à cet objectif-là, eh bien on a besoin de locomotives financières, donc de grosses toitures comme l'école à Coudou, mais nous ce sera sur des toitures privées ou peut-être sur des écoles si la mairie nous le permet. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Dans la dernière slide, vous avez nos coordonnées.
à la fois pour nous envoyer un mail, nous poser plein de questions. On y répond le plus rapidement possible. Vous avez notre site web, notre Twitter, notre Facebook. On a aussi un LinkedIn qui n'est pas encore très, très actif. Mais voilà, on essaie d'être actif sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles. Et voilà, encore désolé pour le petit micmac de son du début. J'espère que j'ai été assez clair et je serai ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Très bien, merci en tout cas pour cette présentation. Et donc, on va passer la main en fait à une structure qui est, comme le titre l'indique, qui a pour objectif de fédérer, accompagner et financer les projets citoyens. Et donc, je passe la main à Alice Alessandri. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Tout va bien. Ok, super. On peut commencer. À la première diapo. Alors moi, effectivement, je représente l'association Énergie Partagée, dont vous avez entendu parler là dans toutes ces présentations. Et ce que je vais faire, je pense que c'était très intéressant que vous ayez des projets concrets avec des exemples concrets. Et là, ce que je vais faire, c'est un peu vous présenter, nous, ce qu'on représente en tant que réseau qui accompagnons ces projets. Du coup, d'abord, c'est vraiment un réseau qui a été créé il y a 10 ans à l'initiative des premiers porteurs de projets citoyens. C'était des projets éoliens dans le nord de la France et qui se disaient, en fait, c'était très compliqué de monter ces projets parce que les banques ne connaissaient pas ces projets, personne ne les suivait et ensuite, ils défrichaient tout, en fait. Et en fait, notre réseau, ce qu'il apporte, c'est vraiment une mutualisation des connaissances de tous les projets pour les remettre à disposition des nouveaux arrivants. Mais d'abord, juste, je voulais revenir sur quelques grandes notions. Le fait que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des énergies renouvelables. Donc, on s'inscrit dans le scénario de négawatt dont vous avez sûrement entendu parler et dans donc, ce que vous voyez là, le troisième petit triangle vert. Mais évidemment, chacune de ces initiatives doit se faire et se fait en fait dans une réflexion plus globale qui fait que la production d'énergie renouvelable vient en troisième, après avoir travaillé sur sa sobriété, donc faire des économies d'énergie, et avoir travaillé sur l'efficacité des outils qu'on utilise, comme par exemple faire en sorte que les bâtiments soient moins poreux en termes d'énergie. Donc, par exemple, faire en sorte d'isoler mieux les toitures sur lesquelles on installe des panneaux solaires. Ça fait vraiment partie de l'idée. Sur la slide suivante, je voulais rappeler également que les projets que vous entendez, on parle de projets citoyens, sont des projets qui s'inscrivent dans une démarche qui n'existait pas jusqu'à présent. Et en France, elle a plus de mal à se développer que dans d'autres pays européens parce que jusqu'à aujourd'hui, très récemment, il y avait vraiment un monopole d'EDF qui faisait des choix pour l'installation du système français. Alors, on n'est évidemment pas du tout contre EDF, on ne s'affiche pas non plus anti-nucléaire dans l'absolu, mais on est pour une diversification du mix énergétique et notamment au niveau local. Donc, sur la slide suivante, vous voyez que sur le schéma, vous avez aujourd'hui, ça vient de l'Union européenne d'ailleurs, le droit de détenir, de vendre et de produire votre propre énergie renouvelable. Et c'est la spécificité de ces sociétés, de ces coopératives citoyennes. Ce sont évidemment des sociétés, des SAS ou des SCIC, qui se créent. Et leur spécificité, c'est vraiment d'avoir cette possibilité, comme quand ils vous ont donné des exemples, de lever des fonds auprès des citoyens de leur territoire, ce que n'ont pas le droit de faire d'autres sociétés. Il faut vraiment être une société qui a pour objet de faire des énergies renouvelables et qui en plus a un statut coopératif pour avoir le droit de faire ça. Voilà, on peut avancer. Juste, je vous rappelle sur la slide d'après, ce que vous ont détaillé toutes les personnes, c'est avoir en tête les grandes étapes d'un projet citoyen, l'émergence, où vraiment vous avez ce volet où c'est non négligeable. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2 ans avant de raccorder les premiers projets, où vraiment il faut se constituer un noyau dur d'abord. Une dizaine de personnes, ça peut suffire au début pour vraiment se lancer, créer une dynamique et monter une société une fois qu'on a repéré les premiers projets. Alors, c'est évidemment en PACA, on parle beaucoup de panneaux solaires, mais comme vous l'a montré Provence Énergie Citoyenne, ça peut aussi être de la microhydraulique, par exemple, de l'éolien ou d'autres filières.
Ensuite, sur le volet développement, c'est une fois qu'on a à peu près fait sur les premiers projets qu'on a en visée des premières études, on approfondit ces études, on vérifie que c'est effectivement faisable, comme vous l'expliquez Soleil de l'Arc, on peut avoir des mauvaises surprises. Ça arrive assez régulièrement sur les toitures parce que c'est quand même pas si facile d'avoir des toitures qui cochent toutes les cases. Et donc, une fois qu'on a trouvé ces toitures, qu'on a l'accord du propriétaire, on va se lancer dans une levée de fonds qui va permettre de récolter les fonds propres nécessaires à la société pour dire, voilà, on a récolté tout ça, on va voir la banque pour qu'elle nous fasse le complément. Ces fonds propres, ils sont de l'ordre de 10-15%, des fois 20%, ça dépend des filières en général. Mais donc, ce n'est pas si énorme que ça. C'est vraiment la plupart des projets, pas tous, effectivement, il y en a qui préfèrent être à 100% de fonds propres, mais la plupart des projets utilisent le levier bancaire pour pouvoir investir des grosses sommes. Et donc, on a ces deux phases d'émergence et de développement qui sont vraiment, nous, les phases sur lesquelles on va le plus accompagner les projets parce que c'est le début des projets en général et c'est là où c'est le plus compliqué, surtout pour les premiers projets. Ensuite, les porteurs vont être plus autonomes une fois qu'ils en ont fait 1, 2, 3, c'est bon quoi. Ils n'ont plus trop besoin de nous, c'est plutôt nous qui les appelons pour témoigner et aider les nouveaux projets qui arrivent. Et donc, pour finir, les chantiers, comme vous le disait Adrien de Massilia Sun System, le fait que ce soit des groupes de citoyens qui décident, on ne va pas aller forcément au moins cher, mais aussi à ce qui a le plus de sens. Et ce qui a le plus de sens, c'est des panneaux qui sont assemblés en Europe, des entreprises qui travaillent localement. Donc, du coup, on fait travailler le tissu local. Et ensuite, pendant 20 ans, et c'est la phase la plus longue au final, l'exploitation, on vend cette électricité. Il y a aussi tout un volet d'entretien des centrales qui aussi permet de faire marcher l'économie locale si on le délègue à des entreprises. Voilà, sur la suite, du coup, je reviens un peu de façon générale sur nous, notre mouvement. Moi, je travaille pour l'association, mais comme a pu vous l'évoquer Jean-Marie Burel de Soleil de l'Arc, qui a aussi Énergie Partagée Investissement, qui est l'outil financier d'énergie. Et c'est un fonds d'investissement national qui aujourd'hui représente plusieurs millions d'euros. On est bientôt à 27-30 millions qui ont été récoltés et ces millions, cet argent-là est vraiment dédié à financer des projets d'énergie renouvelable qui sont assez conséquents. On parle de mégawattheures là pour le coup et c'est vraiment tous ces projets-là, que ce soit les gros projets du fonds d'investissement ou les projets portés par les coopératives, doivent répondre à la charte d'énergie partagée et pas comme j'ai pu le voir dans certains commentaires dans le film La face cachée des énergies vertes. On ne se départit pas de 4 points qui sont essentiels dans ces projets. Le fait que ça doit être ancré localement, donc fait avec les acteurs du territoire. Fait par des coopératives, donc c'est-à-dire qu'il y a, la plupart du temps, le choix est fait d'une personne, une voix, ou alors en collège, et au sein de chaque collège, c'est une personne, une voix. Il y a vraiment une attention portée à l'environnement, on ne fait pas n'importe quoi, on ne s'installe pas n'importe où. Et la lucrativité limitée, c'est ce que vous expliquez assez précisément, Soleil de l'Arc, c'est le fait que le but premier n'est pas de faire de l'argent pour les actionnaires, même si évidemment il faut pas que cet argent soit perdu, il a une rémunération intéressante, mais c'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est que l'argent de la vente de l'électricité serve à faire de nouveaux projets dans le but d'essaimer plus de projets locaux. Voilà, donc sur la slide d'après, vous avez une carte qui est celle que vous pouvez trouver sur notre site Énergie Partagée avec tous les projets. Là, vous voyez, il y a un mix des gros projets du fonds d'investissement et de toutes les coopératives citoyennes qui existent en France. Dans les couleurs, ça vous donne les types d'énergie qui sont développés. Et aujourd'hui, vous avez donc 6 500 personnes qui ont pris des actions dans le fonds d'investissement. Vous avez 18 620 personnes qui ont pris des actions dans toutes les coopératives citoyennes, comme les 3 exemples que vous venez d'avoir. Et
parmi ces personnes, parmi ces personnes, il y a aussi des collectivités qui peuvent prendre des parts, soit de façon intermédiaire, comme on dit, c'est-à-dire en prenant des parts dans une SEM, par exemple, dans une société d'économie mixte dont le capital est ouvert aux collectivités, soit dans des collectifs, dans des groupes de citoyens. Voilà. Et en PACA, juste un zoom sur la diapo d'après, puisqu'on est en PACA, nous, donc moi je suis animatrice pour la région PACA, on est 2 sur la région PACA, et on a une trentaine de projets. Vous voyez sur cette carte où est-ce qu'ils sont situés. Essentiellement, c'est des projets de panneaux solaires, solaire, parce que évidemment notre région est la mieux dotée de France à ce niveau-là. On a donc un seul projet de micro-hydraulique qui vient de vous être présenté. Un autre qui peut-être verra le jour un jour si les élus locaux trouvent ça intéressant. Et vous voyez par exemple un exemple d'autoconsommation collective aussi qu'on suit, c'est à Cabriès, à côté d'Aix-en-Provence, et quelques parcs au sol qui émergent et qui vont pouvoir faire augmenter la part des énergies renouvelables citoyennes dans les énergies renouvelables qui se développent en région. C'est la slide d'après. Qui montre Est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Merci. Qui montre, nous, dans quoi on s'inscrit sur la région PACA. Toutes les régions ont des SRADET, donc des schémas régionaux de développement des énergies renouvelables. Et à la région PACA, ils sont très ambitieux en termes de solaire, notamment. Et en 2030, ils ont pour objectif d'avoir 11 700 mégawatts de raccordés. Aujourd'hui, on est à 1291 mégawatts raccordés et cumulés, ce qui représente 14% de la puissance métropolitaine, donc en France, 4% de la consommation de la région, 11% des objectifs des SRADET, donc on voit qu'on en est encore loin. Il faudrait vraiment multiplier le nombre de raccordements. Donc aujourd'hui, la région pousse aux projets citoyens et aux projets d'énergie renouvelable, et les projets citoyens sont un levier qui sont forts parce que ça sensibilise aussi beaucoup les personnes qui s'y investissent. Et aujourd'hui, ce qu'ils représentent, ces projets citoyens, la carte que vous avez vue juste avant, c'est 1,5% de ces 1291 mégawatts raccordés. Donc, on espère d'ici 2-3 ans, avec les projets au sol qui vont être raccordés, qui vont sortir, passer à 3%. Et nous, notre objectif au niveau national, c'est d'arriver que dans chaque région, il y ait 15% des ENR qui soient des projets citoyens. Voilà, pour la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, les projets citoyens, ce que c'est. Vous l'avez entendu avec les exemples que vous avez, mais je pense que c'est quand même intéressant de se redire pourquoi on parle de projets citoyens. Ce volet adhésion des projets, c'est important parce qu'il faut comprendre pourquoi à côté de chez moi, je vais avoir un parc au sol qui va émerger, à quoi ça correspond, quel est le sens de cela, et dans quelle mesure je peux moi-même m'y investir financièrement et voir au-delà, hein, si vous avez plus de temps. Donc, il y a un volet éducation populaire dans le sens où vraiment on sensibilise. Et en plus, quand on commence à réfléchir sur des projets d'énergie renouvelable, en général, on va un peu plus loin dans sa réflexion et on se dit comment on peut faire des économies d'énergie aussi. Ça peut être le premier vecteur. Et on a plusieurs groupes qui se lancent aussi dans le défi à énergie, famille à énergie positive, qui vise à justement réduire la consommation au niveau d'une unité familiale. Et le volet, ensuite, on va chercher aussi les raisons de se lancer dans les énergies renouvelables, sur la protection du climat. La démocratie locale, c'est vraiment ce qu'a pu vous développer, Adrien, dans Massila Sun System. Au sein d'un même groupe, c'est pas si facile de prendre des décisions en commun, surtout quand au début, on ne connaît pas forcément les autres personnes du groupe. Comment on instaure au sein du groupe une façon de décider ensemble. Ça, c'est un apprentissage aussi au sein de ces groupes qui ne sont pas négligeables dans le monde aujourd'hui. Et enfin, ce qui a été développé aussi, j'y reviens sur la slide d'après, le volet économique et notamment les retombées économiques locales. Donc, sur la slide d'après, vous avez ce que vous décrivez, Jean-Marie, avec le 1 euro égale 2,5 euros. Évidemment, on ne multiplie pas les euros comme ça. C'est le schéma, c'est que c'est 1 euro investi par un citoyen. Si par exemple, vous prenez 1 euro
chez Massilia Sun System, vous allez participer aux fonds propres, donc aux 10-15% des fonds propres. Et comme derrière, vous avez tout le reste qui va être emprunté auprès de la banque ou grâce à des subventions, l'ensemble, la totalité des 100 000 € investis dans le projet vont retomber sur le territoire, notamment si on choisit de payer des entreprises locales pour faire ces projets. C'est dans ce sens-là où on a les retombées économiques locales. Et voilà, j'en finis avec cette slide qui font que les projets citoyens ont vraiment un impact plus fort parce qu'ils sont attentifs à ces retombées économiques locales, et c'est pas du tout garanti en général quand c'est des grosses entreprises dont le premier but est de faire le maximum de profit, évidemment. Voilà, donc j'en ai fini. C'était ma dernière slide pour dire si vous voulez nous contacter, vous avez nos contacts sur la slide. Merci. Et super, merci pour cette intervention en fait qui reprend quand même donc comme tu le précises, qui a repris un certain nombre de points qui ont été présentés dans les retours d'expérience précédents. Je précise ça parce que en fait le temps s'écoulant, on va quand même prendre un temps de questions-réponses. Mais pour les questions auxquelles on ne pourra pas répondre tout de suite, on va essayer de transmettre les réponses par mail dans la suite là, d'ici demain ou les jours suivants. Et on va tout de suite commencer par ailleurs certaines questions. Donc peut-être que pour reprendre un peu la chronologie, peut-être que Johannes, tu as des questions à relever et à poser. Oui, effectivement. Donc, j'invite aux intervenants de réactiver votre webcam et votre micro, en tout cas le micro au moment que vous prenez la parole. Donc, on a également pas mal des questions qui étaient posées dans le chat. Donc, sachant que pour certaines questions, je rappelle rapidement, donc on ne va pas commencer le débat sur quel est le taux de CO2 évité par les panneaux photovoltaïques, etc. Donc ça, je vous invite donc, notamment de s'adresser ou de prendre lecture des œuvres de l'association Négawatt. Donc ça, c'est quand même une bonne base pour le savoir. Et toutes les autres questions, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de questions très spécifiquement pour chaque projet. Donc Arnaud et moi, donc, on a essayé de regrouper un peu les questions. Et donc, si je prends déjà bien la parole, ma première question, je reviens donc à Jean-Luc Rouby, donc pour Provence Énergie Citoyenne. Tu as évoqué notamment l'axe communication, et donc pour gagner en visibilité, mais pourtant vous étiez à l'époque plutôt des amateurs. Vous n'avez pas eu quelqu'un, vous n'avez pas une agence de com avec vous. Vous étiez des bénévoles tous, avec chacun sa vie privée. Donc, comment vous avez pu gagner en visibilité pour votre projet, pour être reconnu auprès des structures publiques, des investisseurs, etc. Alors, dans un premier temps, en fait, on a développé des outils. On nous a dit, bon, par exemple, dans les outils, je vous ai parlé des kakémonos, on a notre site web, notre lettre d'information, et puis on a aussi un truc important, c'est qu'il faut avoir des logos. Tu as remarqué, on a plein de logos, et le logo, c'est vraiment ce qui permet de centraliser, de regrouper, d'avoir une parole unique, en fait, un petit peu ça. Ça aide vraiment à la visibilité. Et puis après, on n'a pas eu vraiment de stratégie, parce que, comme tu dis, on était des amateurs. Et on a fait un feu, comme on dit, un peu feu de tout bois. On était un peu partout. On a eu une chance, on avait un site fantastique. Donc, on a fait des portes ouvertes. Et quand les gens sont venus sur le site c'est auto-vendu, si on veut. Ils ont été charmés et beaucoup ont adhéré. La première journée porte ouverte, on a dû avoir 25 ou 30 000 euros de collectés en termes de fonds propres, d'investissement. Et puis, c'est comme ça que c'est venu.
on a été partout. C'est pour ça que j'ai mis cette slide où on nous voit un peu partout. Si on connaît, je ne sais pas si vous entendez, vous connaissez où est Charlie, on pouvait dire où est Peck quand il y avait une manifestation, où est-ce qu'on était, parce qu'on était toujours quelque part. C'était ça vraiment les éléments clés. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonne volonté, de réactivité, et puis on apprend en faisant. D'accord. Donc, dans un collectif, chacun a manifesté ses compétences, ses expertises pour apporter un petit élément pour chaque projet. C'est bien ça. Donc, j'imagine que c'est un peu pareil pour les autres. Et une particularité pour votre projet, si j'ai bien compris, si tu peux l'évoquer aussi de manière très brève. Donc, il y a aussi le côté, comme pour les autres, il y a le côté patrimoine. Donc, il y a un volet, quelque chose existant que vous avez pu identifier, pourquoi ce bâtiment et pourquoi pas un autre. Et ensuite, quelque chose qui n'est pas… On a vu à Marseille, il y avait un bâtiment qu'il fallait réisoler, donc il fallait refaire la toiture, donc on a profité de réisoler. Vous avez trouvé donc la centrale hydro qui n'était pas en super état, donc vous avez pu travailler aussi sur le volet patrimoine avec peut-être du soutien, je ne sais pas, par des architectes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, sur l'aspect patrimonial, nous, le fondamental de l'aspect patrimonial, c'est qu'il y a un moulin qui fonctionne. Et le risque qu'on avait, c'est que le moulin disparaisse, le seuil disparaisse et qu'on perde. Ça, c'était vraiment l'aspect patrimonial chez nous. Donc nous, le cœur de notre projet, qui est de redémarrer le fonctionnement, de remettre en état les canaux, remettre en état la prise d'eau et tout ça, c'est comme ça qu'on a sauvé le patrimoine. Et après, c'est vrai que nous, on a loué sur le site de la Marie-Thérèse, on a en location un bâtiment qui est un local technique. Et là, comme je l'ai montré, on l'a remis lui-même en état et on le bichonne, ce bâtiment. En fait, on fait ce qu'on appelle en anglais du good housekeeping, bien maintenir sa maison. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter sur la question patrimoine quelque chose ou sur le volet communication? Vous me faites signe. Sinon, mais Arnaud, si tu peux. Alors ensuite, on a essayé de reprendre des questions qui avaient été aussi posées dans vos formulaires d'inscription. Et c'est vrai qu'il y en avait quelques-unes qui ont finalement été résolues, enfin évoquées déjà dans les interventions. Donc on peut peut-être, par exemple, il y avait une question qui était, pour faire quand même un petit lien avec les différents, enfin, il y a un grand nombre de questions, mais c'est peut-être une question qui s'adresse à Massilia Sound System. C'était, est-ce que vous avez dû arbitrer entre différentes solutions économiques et de rentabilité et d'impact social aussi? Là, parce que justement, vous avez insisté sur le fait d'avoir choisi des panneaux qui n'étaient pas forcément produits donc en France, mais voilà, avec quand même des entreprises qui essayaient d'avoir un impact local. Ça, comment c'est rentré dans vos processus? Alors là, ça fait plusieurs questions, mais comment c'est rentré dans vos débats? C'est rentré très vite en fait. C'est-à-dire que c'est une question centrale du solaire photovoltaïque. En fait, en collectif, on s'est dit s'il y a bien un truc sur lequel, on va dire, la société ou les citoyens peuvent nous regarder et nous questionner et aussi nous dire, nous pointer du doigt en quelque sorte, ce sera sur la provenance des panneaux solaires, parce que on parle beaucoup des panneaux chinois, on parle beaucoup de l'impact du dumping social de la Chine sur l'Union européenne, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Et au sein de Massilia, on est nombreux et on a tous des visions différentes. Et effectivement, il y a ceux qui sont, on va dire, à la droite de Massilia Sound System et qui vont dire, finalement, notre objectif, c'est d'être le plus rentable possible pour qu'il y ait le plus de citoyens possible qui mettent leur épargne. Et donc, on se doit de réduire les coûts au minimum. Et donc de prendre des panneaux chinois qui
très très loin d'être mauvais en fait, hein. On a aussi, ce sont les meilleurs fabricants de panneaux solaires au monde et il ne faut pas leur enlever ça, et ils ont de très bonnes marques et des très bonnes productions. Et puis de l'autre côté, on disait bah oui, mais en fait on peut pas, notre projet n'est pas qu'un projet économique, sinon on s'appellerait Total, on s'appellerait Engie et compagnie, et on se ferait racheter, et puis on partirait avec la caisse. C'est pas ça, Massilia Sun System, c'est pas ça les sociétés citoyennes. On réfléchit aussi pour des additionnalités, des plus-values au niveau sociétal. Et puis bah voilà, c'était un long débat. On a argumenté de différentes manières. On avait des entreprises bretonnes aussi qui nous avaient fait des offres. Donc, il y avait plein de choses différentes. Et le fait est qu'après, on a décidé, alors on avait la chance d'avoir 3 projets différents, donc ça nous a permis de dispatcher plus facilement les projets, les panneaux, etc. et d'avoir plus de consensus que si on n'avait qu'une seule installation et moins de production, par exemple. Donc voilà, je profite de cette question un peu technique et financière pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat qui parlait de quel pourcentage de rentabilité on annonce dès la première année d'exploitation. Donc, en fait, d'une part, on n'annonce rien, en fait, on ne promet rien, puisqu'on a bâti notre projet avec 3 projets et une ombrière. Là, on n'en a que 2, donc la première année d'exploitation, elle sera difficile. Mais du coup, on a quand même communiqué sur le fait qu'on ait une rentabilité autour de 3%. Et l'objectif de Massilia Sun System sur le long terme, c'est ça. C'est 3% au lieu de 0,5 ou 0,75 pour le livret A. Et bien qu'on va pas l'atteindre la première année. Et de plus, nos statuts prévoient que les parts sociales doivent être prises pour une durée de 5 ans, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a que la redistribution des richesses, si on peut dire ça comme ça, les dividendes, elles ne sont pas automatiques. Elles sont décidées en assemblée générale, en consensus encore. Mais du coup, voilà, par exemple, on a bientôt notre assemblée générale là, de notre première, et c'est sûr qu'on ne va pas redistribuer 3% à tous les sociétaires, puisqu'on n'a pas encore le rythme de croisière suffisant pour ça, mais c'est un objectif fort et une ambition forte, et on est absolument convaincu de pouvoir la réaliser à l'aide des locomotives financières dont je vous parlais tout à l'heure. Merci pour cette réponse. Effectivement, après, donc parce qu'il y a eu plusieurs réponses aussi dans le sujet. C'est des sujets très larges, hein, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions qui reviennent sur la nature des énergies renouvelables, des énergies citoyennes. Sur ce petit point, on peut pas, c'est peut-être pas au projet citoyen de refaire les 70 ans de politique énergétique d'un seul à eux tout seuls, et donc de rééquilibrer tous les paramètres économiques à eux tout seuls. Mais donc voilà, on voit des exemples là où on essaie de trouver des compromis, des consensus. Et voilà, donc ensuite, il y a eu des questions qui étaient assez ciblées sur le projet qui se passe avec la structure Soleil de l'Arc à Coudou. Donc, une des questions, c'était pourquoi avoir choisi le toit de cette école? D'autres toitures étaient-elles envisagées? Alors, en fait, sur Koudou, il faut quand même un minimum de surface. Alors, on avait étudié la salle Jean Ventre, qui était pas trop mal parce qu'elle était bien exposée, qui avait une bonne surface. Malheureusement, la toiture, elle est en fibrociment amianté, et donc à terme, il faudrait qu'elle soit démontée et remplacée par la mairie. Et donc, ça n'avait pas de sens d'installer sur une toiture telle que celle-là, d'installer des équipements pour après les démonter. Après, il ne restait plus que l'école, parce qu'il faut une surface quand même assez conséquente. Alors, j'ai lu le message
de la personne là, qui représente l'association des parents d'élèves de Coudou. Je crois que cet après-midi, il y a eu une présentation aux parents d'élèves. Donc, avec plaisir, après la réunion, là, on se reverra, on parlera de tout ça. Hein. Mais bon, je tiens à vous rassurer parce que on a un bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, il est indépendant et il ne donne pas le feu vert comme ça. C'est-à-dire que là, vous parlez de risque d'effondrement. Il y a un bureau de structure, une étude de structure obligatoire qui doit rendre une étude poussée. Cette étude, elle est analysée par le bureau de contrôle et le bureau de contrôle ne donne son feu vert que s'il est convaincu que le travail de l'étude de structure, du bureau d'études de structure a bien été fait. Pareil pour les pompiers. Les pompiers, je disais tout à l'heure qu'on va les rencontrer parce que, pareil, hein, les pompiers, ils veulent vérifier qu'en cas de problème, ils ont les accès qu'il faut, ils ne seront pas perturbés dans leur travail et ils sauront couper le courant comme il faut. Donc, il y a un travail technique qui est fait de concert avec le service départemental d'incendie. Qui donne ses recommandations et qui peut même bloquer un projet s'il estime qu'il y a du risque. Donc là, on va aller les voir. On a choisi des solutions plus coûteuses, mais qui permettent, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais elles sont plus coûteuses, mais elles permettent de neutraliser la fourniture du courant d'un panneau en cas de problème. C'est-à-dire que quand le courant est coupé, le panneau ne produit plus. Et donc, ça étouffe tout risque d'incendie. Bref, il y a des démarches. Une école, on appelle ça un ERP, c'est un établissement qui reçoit du public. Et il y a une législation, et c'est tant mieux, une législation très très poussée autour de la sécurité. Et si on ne passe pas les étapes obligatoires et réglementaires, le projet s'arrête et ne se fait pas. Donc, il faut être rassuré là-dessus. On détaillera tout ça pour vous, on se verra avec plaisir. Je crois que, Johannes, tu vas communiquer les emails des intervenants, c'est ça? Oui, avec votre accord, bien évidemment. sûr, Donc, bien sûr. vous recevez donc une mail récapitulative, donc avec aussi la présentation et avec les coordonnées des intervenants. Il y a un moyen de discuter, de trouver l'échange. Voilà, on échangera ensuite ensemble, vous aurez nos mails et vous nous contactez, et puis on se rapprochera et on discutera de tout ça. Ouais. Je profite d'une autre question pour Soleil de l'Arc. Donc là, vous avez profité qu'il y a donc une volonté aussi de la collectivité. Oui. Est-ce que, bon, à Marseille, on a entendu que, bon, a priori, il y a eu aussi un changement, il y a plus d'intérêt. Donc, mais est-ce que, bon, j'imagine que c'est pas pour toutes les communes pareil. Donc, est-ce que ça dépend de la couleur? Est-ce que ça dépend non, pourquoi je pense une pas. commune fonctionne mieux que l'autre? Oui, en fait, ça dépend de la sensibilité des personnes. Ce n'est pas du tout lié à la couleur politique, à mon avis. C'est vraiment une histoire de sensibilité des personnes. Coudou, en fait, je pense qu'ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Donc, tout le conseil municipal, c'est super, quoi. Ils sont à fond ils sont en phase avec nous, ils sont à fond dans la démarche et ça se passe, ça va très vite. On a pratiqué, donc je le disais aussi tout à l'heure, on a pratiqué l'affaire des Oliviers, c'est la même démarche, hein, on tombe sur des gens très motivés. C'est lié à la sensibilité des personnes qui gèrent la municipalité, hein, c'est aussi simple que ça. D'accord. Ok, Arnaud, Alors, par rapport en fait à l'heure aussi du coup maintenant il est bientôt 20h15. On va peut-être être invité à conclure sur cette présentation et ce temps d'échange qui aura été peut-être trop court. Mais là, ce qu'on propose aussi de faire, c'est de
récupérer les différentes questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse, et de vous faire un retour, et notamment aussi en vous transmettant aussi les coordonnées donc, de toutes les structures qui sont intervenues, pour que vous puissiez soit donc poser de nouvelles questions, soit trouver un moyen d'apporter votre contribution si c'est votre souhait. Et en tout cas, on remercie tous les intervenants. On espère que ça a pu éveiller quelques interrogations ou quelques projets quelques projets, voilà, pour vous. Et donc, je vous remercie et je vous dis bonne fin de journée. Si Johannes, tu voulais conclure également, ou si vous voulez ajouter un mot de la fin. Un petit mot aussi pour conclure. Effectivement, il y a quand même plein d'autres questions. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas tout répondre à toutes les questions ce soir. Il y a quand même le moyen qu'on essaie de regrouper, comme Arnaud l'a évoqué. Je me permets quand même, bon, on n'est pas à la minute près, hein, je propose que chacun s'exprime encore de manière, une dernière chose qui vous passe à travers la tête et qui vous semble important vis-à-vis au sujet. Comme ça laisse un peu le temps de dire au revoir à tout le monde. Et allez, je propose qu'Adrien, si tu veux bien dire un dernier mot par rapport au sujet, qu'est-ce que tu recommandes aux spectateurs? La recommandation, ce serait vraiment si le sujet vous plaît, en tout cas, de s'investir dans les projets locaux, soit en rejoignant chacune de nos structures, et puis voilà, en s'investissant, sachant qu'on s'investit à la hauteur de ce que l'on peut faire. Donc, il ne faut pas avoir peur si c'est qu'1 heure par mois, ce sera qu'1 heure par mois, mais en fait, on a besoin de toutes les forces possibles. Et puis, voilà, après, il faut aussi se dire qu'on est dans un monde en transition énergétique notamment. Et que la transition, c'est quelque chose de sympa. On boit des bières tous ensemble et on fait des projets super. Donc, vous pouvez nous rejoindre, boire des bières avec nous. Et puis, autrement, vous faites votre bout de chemin comme vous semble. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et si je peux répondre à une dernière question qui m'a fait rire tout à l'heure, il n'y aura pas de panneaux solaires sur le stade Vélodrome, en tout cas pas tout de suite. Je pense que l'OM a besoin d'investir dans des joueurs ou dans des entraîneurs avant d'investir dans des panneaux solaires. Donc voilà, ça ne se fera pas tout de suite. Et toutes les questions qui concernent Amacy SN System, j'en ai noté une partie, mais je peux y répondre par mail ou y répondre via les organisateurs que je remercie de nous avoir invités. À bientôt. Merci pour ton intervention. Je passe la parole à Jean-Luc. Jean-Luc, à toi. En fait, je voudrais dire qu'en participant à un débat comme ce soir, en fait, on est plus riche de la discussion qu'on a eue, plus riche des informations qu'on a partagées. Et moi, c'est ce qui me motive le plus dans des projets comme ça. Et je pense que, comme tu l'as dit, on peut boire une bonne bière, on pourrait presque se faire l'apéro vidéo, mais c'est important. Voilà. Une bonne soirée à tous. J'ai vu des questions sur le financement. J'ai essayé d'y répondre dans le chat, mais on peut y répondre après plus précisément. Allez. Merci à toi. Allez, Jean, tu peux activer ton micro, c'est bon? Il est activé, non? Oui, c'est bon. Il est activé, oui. Ben, moi, mon message, c'est si ce que vous avez entendu vous donne envie de vous investir, c'est un peu le même message qu'Adrien. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Moi, j'ai été surpris depuis qu'on est sur ces projets-là. J'ai été surpris. En fait, beaucoup de gens n'osent pas, parce qu'ils imaginent à tort, ne pas avoir telle ou telle compétence. Et moi, j'ai toujours été surpris par ce que pouvait apporter un individu là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que chacun
est capable d'aider. Et en fait, l'aide qui est apportée, elle est souvent à côté de ce qu'on imaginait, mais elle est toujours très utile. On a eu des gens très peu communicants qui sont venus nous aider et qui ont fait un travail de communication fabuleux. Ce que je veux dire, c'est que n'imaginez pas devoir être compétent sur tel ou tel sujet pour venir nous aider et venir vous investir avec nous. Venez et vous serez utile. Ça, on en est sûr. Voilà, c'était ça mon message. Merci beaucoup. Alice, si tu veux bien aussi dire un dernier mot, on ne t'a pas interrogé pour la partie des débats, mais à toi de J'ai essayé de répondre à quelques questions, il y en a eu beaucoup. Et moi, vrai. ce que je voulais dire, c'était que n'hésitez pas, si on n'a pas répondu à votre question, à nous contacter les uns ou les autres. On se fera un plaisir de répondre. On est là pour ça, hein. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir nos contacts et voilà. J'en dis pas plus. Super, merci beaucoup. Et je profite également à ce moment-là donc de remercier particulièrement donc Sandrine Deluille et Gérard Montréal. C'est pour votre de nous avoir sollicité, contacté pour donc rechercher donc aussi le travail commun avec nos structures. Donc merci pour ça. Gérard, si tu veux bien dire aussi un dernier mot, c'est l'occasion maintenant. Je crois que Jean-Luc a bien défini l'intérêt qu'on avait tous à travailler ensemble sur un projet commun. C'est ça qui nous a unis, c'est ça qui a fait qu'on a réussi. On donnera effectivement les réponses techniques aux questions qui ont été posées sur la puissance, sur le financement, etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant en tout ça, c'est de travailler tous ensemble et de fabriquer quelque chose qui fonctionne tous ensemble. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aussi aux spectateurs pour vos questions qui étaient très pertinentes. J'espère que ça vous a plu. Donc, on prépare donc demain matin le petit mail à tous les participants avec toutes les informations. Et voilà, donc je propose que on conclure donc la conférence avec la bonne volonté de faire émerger plein de projets sur le métropole sur la métropole Aix-Marseille-Provence et donc peut-être à une prochaine pour une autre conférence en ligne avec vous sur d'autres projets. Allez, Arnaud, merci. À toi de dire au revoir. Alors, je dis au revoir aussi. Bonne Donc, soirée. j'ai la permission. Merci, ouais. Au revoir. Merci à tous. Est-ce que tu as... Là, tu coupes l'enregistrement au même moment? Ok, ouais. Parfait. Et donc, on peut se donner